Donc maintenant, Guillaume Pourchet et Hubert Johannet vont modérer la séance suivante. On a pris un tout petit peu de retard, mais je compte sur vous pour ne pas l'augmenter. Bonjour, donc nous allons effectivement bien tenir les horaires. Donc nous donnons tout de suite la parole à Audrey Crozet de Nantes, qui va nous parler de son travail sur la réhospitalisation précoce après chirurgie ophtalmologique programmée, à J30, fréquence, cause et facteurs de risque. Vous avez la parole. Je vous remercie. Tout d'abord, merci à l'Académie nationale de chirurgie de me permettre de participer à cette journée. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter un travail qui porte sur les réadmissions à 30 jours après chirurgie ophtalmologique, taux, cause et prévention. Il s'agit d'une étude rétrospective monocentrique réalisée sur 4 ans. C'est un travail qui a été réalisé en collaboration entre le service de santé publique et le service d'ophtalmologie auquel j'appartiens du CHU de Nantes. Donc, nous allons parler ici de santé publique, d'épidémiologie et d'indicateurs en santé. Les indicateurs en santé sont aujourd'hui présents à de multiples niveaux, mais sont parfois mal connus des chirurgiens. Nous avons fait le choix de travailler autour du taux de réhospitalisation à 30 jours, également appelé RH30, car il reflète la qualité de la prise en charge des patients et en chirurgie une partie des complications post-opératoires. En en ophtalmologie, l'évaluation du RH30 a souvent été biaisée par le fait que de nombreux patients reviennent dans les 30 jours pour la chirurgie de l'œil contralatéral. Nous avons donc souhaité savoir quel était le RH30 uniquement non programmé en ophtalmologie, quelles étaient les causes de réadmission et quels étaient les facteurs de risque de ces réadmissions. Pour y répondre, nous avons sélectionné l'ensemble des patients réadmis dans les 30 jours après un séjour indexé en ophtalmologie sur une période de 4 ans. Nous avons exclu les patients réadmis de façon programmée et les patients mineurs. Nous avons sélectionné un certain nombre de variables d'intérêt qui avaient attrait aux patients, à la chirurgie initiale, telles que l'expérience du chirurgien, la durée de la chirurgie, les modalités d'hospitalisation et d'anesthésie, ainsi que le type de chirurgie, et des variables relatives à l'épisode de réadmission, dans quel délai, pourquoi, et l'impact sur le patient en termes de ce que l'on a appelé la gravité et la morbidité. De façon à identifier les variables associées aux épisodes de réadmission, nous avons réalisé une étude 4 mois. Le PMSI nous a permis d'identifier, excusez-moi parce que je cache, 1595 épisodes de réadmission dans les 30 jours, donc sur une période de 4 ans. Après application des critères d'exclusion et donc après sélection uniquement des réadmissions non programmées, il nous restait 150 réadmissions que nous avons analysées. Les chirurgies sources de réadmission dans les 30 jours étaient, dans 95% des cas, des chirurgies endoculaires, les 5% restants correspondant à des chirurgies des annexes. Le RH30 non programmé en ophtalmologie pour notre centre, toute chirurgie confondue, était située aux alentours de 2% de façon assez stable dans le temps. Sur le graphique de droite, vous avez le RH30, cette fois-ci par sous-type de geste chirurgical. Vous avez par exemple en bleu cyan la chirurgie de cataracte, qui a un RH30 situé aux alentours de 1% de façon assez stable dans le temps. Et en violet, à l'opposé, vous avez les trabéculectomies, donc une chirurgie filtrante de glaucome, qui avait un RH30 moyen aux alentours de 12%, beaucoup plus élevé et plus variable dans le temps. Les patients réadmis dans les 30 jours l'étaient dans 93% des cas pour un problème ophtalmologique. Je ne vais pas vous détailler ici les causes de réadmission pour les sous-types de chirurgie, mais je vais me concentrer sur les réadmissions pour endophtalmie, qui sont une complication redoutable et redoutée des chirurgiens, qui correspondent donc aux infections endoculaires post-opératoires. Nous avons remarqué que les endophtalmies après chirurgie de cataracte étaient 10 à 100 fois moins fréquentes par rapport aux endophtalmies, par rapport aux autres procédures chirurgicales endoculaires ophtalmologiques. Concernant l'impact des réadmissions pour les patients, en termes de morbidité et de gravité, ceux-ci étaient moins élevés après trabéculectomie ou après greffe de cornée lamellaire par rapport aux réadmissions après chirurgie de cataracte ou après chirurgie vitréo-rétinienne froide. L'étude cas témoin nous a donc permis d'identifier les variables
associées aux épisodes de réadmission. Après analyse multivariée, 3 variables étaient significativement plus élevées chez les cas que chez les témoins, qui étaient la durée de la chirurgie, le créneau chirurgical entre 10h30 et 13h et l'unité conventionnelle d'hospitalisation par rapport à l'unité ambulatoire. Nous avons également réalisé une étude en sous-groupe pour les chirurgies de cataracte, qui est la chirurgie la plus fréquente, et nous avons retrouvé que les assistants, par rapport aux internes et aux chirurgiens seniors, avaient des durées opératoires plus longues et aussi avaient tendance à avoir davantage de réhospitalisation sans qu'il y ait de significativité statistique. Que nous dit la littérature? Sur le graphique de droite, vous avez le RH30 pour différents types de chirurgie. C'est un travail qui a été réalisé entre 2002 et 2012 en France. Et l'ophtalmologie est située tout en haut avec un RH30 entre 10 et 19%, ce qui est beaucoup plus élevé par rapport aux 2% retrouvés dans notre étude. Ceci est expliqué par le fait que dans cette étude, ils ont gardé les patients réadmis dans les 30 jours pour la chirurgie de contralatérale, ce qui biaise tout à fait les résultats. Concernant les causes de réadmission dans la littérature, encore une fois, je ne vous parlerai ici que des endophtalmies. Nous avions globalement dans notre centre des pourcentages d'endophtalmie qui étaient similaires à ceux décrits dans la littérature, et nous remarquons toujours la même chose, que les pourcentages d'endophtalmie après chirurgie de cataracte sont beaucoup plus faibles par rapport aux autres chirurgies endoculaires ophtalmologiques. Ceci peut notamment être expliqué par le fait que depuis 2013, il est recommandé de réaliser une antibioprophylaxie systématique en fin de chirurgie de cataracte par injection de céfuroxime par voie intracamérulaire, ce qui n'est pas du tout recommandé pour les autres procédures chirurgicales. Que pouvons-nous proposer pour améliorer nos pratiques, puisque c'est la question finale? Nous pouvons déjà réfléchir autour des indicateurs en santé et donc de ce fameux RH30 non programmé qui a clairement un rôle d'évaluation et d'alerte. Il y aurait donc un intérêt à poursuivre ce travail de façon longitudinale dans notre centre et de façon transversale dans les autres centres pour pouvoir confirmer et comparer nos données. Le RH30 pourrait aussi permettre d'évaluer la mise en place de politiques de prévention, et je pense ici à l'antibioprophylaxie en ophtalmologie. Concernant les mesures périopératoires, nous avons vu que les assistants ou chefs de clinique étaient peut-être plus exposés à des réadmissions ou à des complications post-opératoires, puisqu'il s'agit d'une période de transition. On passe d'un encadrement à une autonomie complète, et on pourrait imaginer qu'un accompagnement plus progressif pourrait être bénéfique, et ce qui s'intègre tout à fait dans la réforme de l'internat avec la phase de docteur junior. Nous pourrions également imaginer des scores de risque oculaires ou des scores de risque opératoires de façon à identifier les patients à risque de réadmission et de complications. Et enfin, nous pourrions proposer d'opérer les patients plus à risque au sein de créneaux horaires sécuritaires, c'est-à-dire en dehors des 10h30, 13h identifiés dans notre étude cas témoin. Pour finir, je dirais que le RH30 non programmé en ophtalmologie permet, de par l'analyse d'un nombre élevé de chirurgies, l'identification d'événements rares, qu'il s'agit d'un outil de vérification de politique de prévention, et nous lui prévoyons 2 applications. L'une prochaine de par l'évaluation dans le Grand Ouest du RH30 dans d'autres services d'ophtalmologie, de façon à confirmer et à comparer nos résultats. Et de façon plus lointaine, nous aimerions lancer un PHRC sur l'intérêt de l'antibioprophylaxie pour les autres procédures chirurgicales que la chirurgie de cataracte. Je vous remercie. Merci pour votre communication. On est d'autant plus intéressé qu'à l'Académie, on a une vision transversale, et quand on s'intéresse à la prévention du site opératoire, des infections du site opératoire, dans la littérature, on ne trouve pas grand-chose sur l'ophtalmologie, qui représente quand même énormément de patients à opérer. Et donc, c'est d'autant plus intéressant. Je voulais vous poser la question, comment vous interprétez l'augmentation du risque entre 10h30 et 13h? Alors, c'est vrai que ça nous a un peu surpris au départ, mais finalement, quand on a pensé à... Je pense que c'est un peu centre-dépendant, mais à notre organisation, souvent, les chirurgiens opèrent par demi-journée. Et en fait, en fin de matinée, il y a des changements d'équipe sur le plan anesthésique et des infirmiers de bloc. Et aussi, on est plus pressé parce que si on a pris un petit peu de retard, il faut être à l'heure en consultation, il faut laisser la place au chirurgien suivant, et c'est peut-être une question organisationnelle qui fait qu'on est peut-être plus pressé, entre guillemets, et avec une organisation moins constante sur ce créneau horaire. C'est une hypothèse. Merci beaucoup. Y a-t-il une question?
Juste une question. Ouais. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. J'ai simplement une question sur justement l'intérêt du RH30. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments en décisionnels, c'est-à-dire que pour une pratique ambulatoire, comme on l'a vu, à partir de quel taux de RH30 on peut dire, ben là, pour cette chirurgie, il vaut mieux peut-être ne pas la faire en ambulatoire ou sur des pratiques? En ophtalmologie, en termes de chirurgie ambulatoire, on réalise, je crois que c'est un nombre très élevé de chirurgies en ambulatoire, et actuellement, les patients qui restent hospitalisés le sont plutôt pour des raisons anesthésiques et parfois pour des raisons ophtalmologiques sur des types de chirurgie très particulières qui nécessitent un positionnement particulier ou une surveillance rapprochée. Mais je ne pense pas que le RH30 puisse être un élément décisionnel entre chirurgie ambulatoire versus conventionnelle. Mais et en fait, c'est la première fois finalement qu'on définit le RH30 non programmé pour les différentes procédures chirurgicales. Donc, je pense que c'est plus avec des comparaisons de ce travail dans le temps et avec d'autres centres qui nous permettront de trouver des applications pratiques et de sélectionner l'intérêt du RH30 pour chaque sous-type de chirurgie, parce qu'il n'est pas forcément pertinent pour toutes les chirurgies ophtalmologiques, je pense. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie.